Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info, alors que la principauté célèbre sa sainte patronne, Sainte Dévote. Vous l'avez suivi en direct sur notre antenne. Le temps fort des célébrations, l'embrasement de la barque par la famille princière. En raison des contraintes sanitaires, les festivités ont été aménagées. Stéphane Maggi, enseignant de langue monégasque et co-auteur d'un DVD consacré à Sainte Dévote, nous racontera l'origine de la légende de Sainte Dévote et la place très importante qu'elle occupe dans le cœur des Monégasques. Nous nous rendrons au Sable d'Olonne où le suspense qui entoure le final du Vendée Globe Challenge est à son comble. Le navigateur du Sea Explorer Yacht Club de Monaco, Boris Herman, se trouve dans le peloton de tête. Nous retrouverons nos envoyés spéciaux en Vendée. Le rallye Monte-Carlo 2021 restera dans les annales malgré les contraintes sanitaires. L'ACM a relevé le défi et de la plus belle des manières. Quels enseignements en tirer? Réponse avec le directeur de course Christian Tornator qui nous confirmera que l'objectif désormais, ce sont les 3 grands prix qui auront bien lieu au printemps. La Roca Team, quant à elle, est à Badalone en Espagne pour y disputer son 3e match de poule du top 16 d'Eurocup. Et nous le verrons, ce match qui s'annonce difficile va se tenir dans un lieu mythique pour les fans de basket. Dans ce journal, toujours la suite de la programmation du cycle Tout l'art du cinéma. Vincent Vatrican, le directeur de l'Institut national de l'audiovisuel, viendra évoquer la projection du film Pas sur la bouche d'Alain Resnais, une projection prévue samedi prochain à 15 h. Mais avant de développer tous ces titres, ce point sur le dispositif mis en place à Monaco pour lutter contre la propagation de la Covid-19. Il arrive à échéance mercredi 27 janvier à minuit. Eh bien, sachez que ce dispositif est prolongé jusqu'au 19 février inclus. Je vous en rappelle les grandes lignes. Le couvre-feu entre 19 h et 6 h est donc maintenu, tout comme les règles relatives à la consommation dans les établissements de restauration à midi, leur accès restant réservé aux résidents et aux salariés. Le service ne peut avoir lieu qu'entre 11 h 30 et 15 h. Les salles de sport et piscines resteront fermées et la pratique du sport en milieu fermé restera interdite. Cette prolongation de 3 semaines du dispositif a été décidée après une nouvelle réunion de concertation du comité mixte réunissant gouvernement et Conseil national. Vous l'avez vécu en direct sur Monaco Info, les célébrations de la Sainte Dévote se sont elles aussi accompagnées d'aménagements compte tenu du contexte sanitaire actuel. Mais le traditionnel et toujours très attendu embrasement de la barque a bien eu lieu. Avec nous pour en parler, l'enseignant de langue monégasque Stéphane Maggi, que nous avons interviewé un peu avant le début des célébrations, couvre-feu oblige. Bonsoir Stéphane Maggi. Bonsoir Patricia. Stéphane Maggi, depuis quand célèbre-t-on Sainte Dévote et que permet de commémorer cette fête? D'un point de vue historique, il faut remonter très loin dans le temps, plus de 1700 ans. Dévote, donc Dévota, serait née donc en Corse. C'est une chrétienne et elle se heurte à une vague de persécution de la part du préfet Barbarus. Donc Dévote ne renie pas sa religion chrétienne et donc elle est martyrisée sur le site de Mariana, une cité romaine, et qui est sur l'actuelle commune de Luciana en Haute-Corse. Dans la nuit qui suit son martyre, des fidèles prennent la direction avec une barque de l'Afrique du Nord et c'est là que, selon la légende, une colombe sort de la bouche de Sainte Dévote et dit aux marins qui étaient dans la barque suivez la colombe et elle vous guidera jusqu'au vallon des Gomates, donc où nous sommes ici, Patricia, et c'est là que Dévote a été ensevelie. La légende de Sainte Dévote est au cœur d'un livre référence de Louis Notari qui a été réédité pour les 90 ans du Comité national des traditions monégasques. Tout à fait. Louis Notari, donc humaniste, personnage très important, non seulement pour la langue monégasque, mais également pour la principauté, avait eu, en 1924, il avait créé le Comité national des traditions monégasques. Et lui, il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose pour la langue monégasque. Et c'est là qu'il a donc pris la décision d'écrire A Legenda de Santa Dévota, qui est vraiment la pierre principale de l'édifice de la littérature monégasque. C'est le premier grand écrit
Et c'est un écrit remarquable parce que c'est écrit en vers et ça lance littéralement vraiment la littérature monégasque. Vous nous avez raconté la légende, mais à quoi correspond l'embrasement final par la famille princière sur le parvis de l'église Sainte-Dévote? Alors il ne faut pas confondre la barque, selon la légende, avec laquelle Sainte-Dévote, le corps de Sainte-Dévote serait arrivé en principauté au Vallon des Gomates, où l'on se trouve, avec la barque que l'on brûle. Parce que la barque que l'on brûle, en fait, c'est une tradition par rapport à un fait. À l'époque de l'oratoire, vers l'an 1100, vers l'an 1000 ou 1100, donc pas mal de personnes, de fidèles, de marins venaient se recueillir près de cet oratoire. Et donc un jour, un marin se serait emparé des reliques pour en faire le négoce à l'extérieur. Et il a été arrêté par des fidèles, hein, et en signe de représailles, eh ben, ils ont décidé de brûler la barque. Alors, il est de coutume de ramasser les clous de la barque brûlée. À quoi cela correspond-il? Écoutez Patricia, ramasser les clous c'est un porte-bonheur, hein, parce que je veux dire, c'est en fait un attachement, je dirais, viscéral à cette tradition. J'ai moi-même ramassé les clous dans ma jeunesse, hein, avec ma famille. Je ne les ramasse plus trop, je vous avoue, mais c'est vrai que je constate que ça se transmet de père en fils, de génération en génération, et certains gardent même les clous sur eux, parce que c'est vraiment des véritables porte-bonheur pour eux. Pourquoi ces célébrations revêtent-elles une telle importance pour les Monégasques? Il y a la fête nationale et la Sainte-Dévote. Ah, cette dévote, elle est associée au moment, je dirais, douloureux, les moments festifs de la principauté, de la famille princière. J'ai eu l'occasion d'assister en 2003 au pèlerinage du prince souverain, le prince Régnier III et son fils, le prince Albert, en Corse. Et bien avant, j'ai eu l'occasion aussi de me rendre en Corse avec Roger Rossi à Monégasque. On voit vraiment qu'il y a, que ce soit en Corse, à Monaco, une émotion très forte, un attachement très fort, un culte très fort vis-à-vis de cette sainte. Vous avez mentionné Roger Rossi, vous avez réalisé avec lui un DVD sur Sainte-Dévote. Que peut-on y découvrir et comment se le procurer? Alors, Roger Rossi, après être allé en Corse à plusieurs reprises, a eu l'idée, je dirais, d'offrir à son pays un cadeau. Et il s'est dit, quel plus beau cadeau que d'offrir un reportage vidéo sur la sainte patronne de Monaco. Donc il m'a contacté, on a travaillé dessus et on a fait le premier DVD, le premier documentaire vidéo sur la sainte patronne de Monaco et de la Corse, que l'on a sorti en 2007. On a bâti le DVD de manière structurée, on part de la Corse où elle serait née pour arriver en principauté. Et comment peut-on se le procurer? Il est encore disponible? Oui, alors 14 ans après, plus de 51 000 DVD ont été offerts de par le monde parce que c'est un projet à but non lucratif. Hein. Monsieur Rossi ne veut absolument pas faire d'argent sur l'image et avec l'image de Sainte-Dévote, la sainte patronne de Monaco. Et on peut se procurer sur saintedévotemonaco.com. Stéphane Magy, merci pour ce témoignage en ce jour des célébrations de la Sainte-Dévote. Merci Patricia, bonne soirée. Nous retrouvons Christine Datomel à présent pour évoquer les autres informations du jour. Un chèque a été remis ce matin au siège de la Croix-Rouge de Monaco à Frédéric Platini, le secrétaire général du CRM. La Société Générale Private Banking a offert un don de 32 460 € à l'association monégasque pour soutenir ses actions en principauté et à travers le monde. En raison des restrictions sanitaires dues au coronavirus, la 10e marche Pink Ribbon Monaco, qui aurait dû avoir lieu le dimanche 14 février, est annulée. Oui, la marche qui a lieu chaque année en principauté en soutien aux malades et aux familles touchées par le cancer du sein n'aura pas lieu malheureusement cette année, Patricia. En revanche, elle est remplacée par une grande vague rose qui devra déferler via une opération lancée sur les réseaux sociaux. L'objectif, montrer son soutien malgré les circonstances aux personnes touchées par ce terrible fléau. Pink Ribbon Monaco vous demande donc de poster un selfie ou une photo de groupe sur Instagram en portant du rose ou alors en tenant un panneau marqué d'un message de soutien ou de sensibilisation au cancer du sein. Une manière d'aider chacun à son niveau à promouvoir le dépistage et la détection précoce du cancer. Alors pour participer, n'oubliez pas d'inscrire surtout sur vos photos les hashtags qui s'affichent sur votre écran.
Un bâtiment de la Marine nationale, le chasseur de mines tripartite Capricorne, fait escale en Principauté. Ah oui, le navire de la Marine nationale sera amarré au quai Régnier 3, au port Hercule, aujourd'hui et demain, Patricia. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre des relations bilatérales que Monaco et la France entretiennent, mais aussi dans celui des festivités de la Sainte-Dévote. À cette occasion, le préfet maritime de Méditerranée remettra ce 27 janvier les insignes de commandeur dans l'ordre du mérite maritime à l'ambassadeur de France à Monaco, Laurent Stefanini. En raison du contexte sanitaire, aucune visite à bord ne sera possible, bien sûr. Au Sable d'Olonne, rarement une arrivée du Vendée Globe Challenge n'avait été aussi serrée. Les premiers sont dans un mouchoir de poche et parmi eux figure Boris Herrmann, le skipper du Sea Explorer Yacht Club de Monaco. Fabien Bonilla et Sylvain Péroumal se trouvent sur place. Tous les espoirs sont permis, Fabien, mais quand vont-ils arriver ? C'est une excellente question, Patricia, et je peux vous dire qu'ici on paierait cher pour avoir la réponse parce qu'il fait froid, il y a de la pluie, de la grêle et on va attendre un petit moment les arrivées, des arrivées qui se peaufinent. On pense que le premier, Charlie Dalin probablement, devrait franchir la ligne aux alentours de 18h et 22h mercredi soir. Quant à Boris Herrmann, lui ce serait plutôt entre 22h et 1h du matin. Il serait peut-être deuxième ou troisième. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce Vendée Globe nous a nourri d'un suspense absolument incroyable pour cette arrivée. C'est la première fois qu'il y a comme ça 5 participants qui peuvent arriver en même temps et qui peuvent gagner. Parce que ce n'est pas forcément celui qui va franchir la ligne. Je vous parlais de la grêle, hein, maintenant vous en avez la preuve. Ce n'est pas forcément celui qui va franchir la ligne qui sera le vainqueur du Vendée Globe. Puisqu'à la fameuse histoire des bonus, Boris Herrmann par exemple, lorsqu'il avait dérouté son chemin pour récupérer ou trouver Kevin Escoffier, lui a 6 heures de bonus. Et puis il faut faire attention derrière aussi, puisqu'il y a Yannick Bestaven qui lui a décidé de prendre une route différente, il est monté plus au nord, lui il a 10h15 pour les mêmes raisons. Voilà, donc un suspense absolument incroyable. Quoi qu'il en soit, peu importe qui va gagner, tous ces navigateurs au début, le 8 novembre, ont décidé de partir faire cette aventure du Vendée Globe pour vivre cette aventure humaine, comme je viens de le dire. Ça c'est sûr, ils vont tous avoir à mon avis des souvenirs incroyables. Et nous suivrons bien sûr l'avancée de la course dans notre édition de mercredi 19h avec vous Fabien et on l'espère sous le soleil. Ils n'ont jamais douté, mais le rallye Monte-Carlo a donné des sueurs froides à ses organisateurs. L'édition 2021 aura au final été unanimement saluée, de quoi décupler la motivation de l'ACM alors que les regards vont désormais se tourner vers les 3 grands prix qui auront lieu au printemps. Bonsoir Christian Tornator. Bonsoir Patricia. Vous avez fait preuve d'une patience, d'une souplesse, de beaucoup de volonté pour que la 89e édition du rallye Monte-Carlo puisse avoir lieu. Aujourd'hui, c'est un sentiment de fierté qui prévaut, peut-être teinté aussi par un grand soulagement. Oui, c'est d'abord le soulagement, puis c'est aussi la satisfaction. Satisfaction d'avoir réussi une épreuve qui n'était pas gagnée d'avance pour nous, puisqu'on n'était pas certain de pouvoir l'accomplir. Je crois que tous les acteurs ont été au top niveau et aussi bien les concurrents que les organisateurs que nous sommes ont été satisfaits. Alors, je crois que l'unanimité s'est faite autour de la manifestation et le succès a été à la hauteur. On est vraiment très heureux que ça se soit passé et on reçoit encore aujourd'hui des félicitations et même des remerciements comme quoi on avait bien raison d'assister et de vouloir à tout prix cette épreuve qui était pour nous essentielle pour lancer la saison également du championnat du monde des rallyes. Ce qui est important de souligner, effectivement, vous l'avez dit, les écuries, les pilotes, l'organisation, tout le monde a joué le jeu, y compris le public. Et ça, c'était capital pour que tout se passe bien. Oui, le public, ou l'absence de public, mais les gens ont été obéissants. Comme quoi, les Français savent être disciplinés. Et on le savait déjà parce qu'on s'en était aperçu. On avait de moins en moins de public dispersé sur les épreuves spéciales. Et là, du fait de l'absence et de l'obéissance, on a été tranquille de ce point de vue-là. Et on est satisfait. On espère que le public sera de retour l'année prochaine, bien sûr, parce qu'il nous a manqué, il a manqué aux concurrents. Je crois qu'un rallye sans public, puisque c'est une épreuve quand même qui est offerte aux spectateurs, se doit d'avoir un public nombreux.
bien placés, bien entendu, toujours en hauteur, en dehors des trajectoires. Mais ça a manqué à tous les acteurs. Donc vivement l'année prochaine, je dirais, pour une 90e édition. Et puis, il est vrai que les contraintes étaient telles que ce rallye s'est disputé exceptionnellement un petit peu plus loin de Monaco. L'an prochain, ce sera un retour dans la région? Alors, on n'y est pas encore. On attend toujours d'avoir la certitude que les espaces que l'on a réclamés, parce qu'il faut savoir qu'un parc d'assistance, à Monaco, je crois qu'on ne l'a plus vu depuis une quinzaine d'années, c'est de plus en plus important. Il y a énormément de surface. Quand on considère que Hyundai a une structure qui fait entre 50 et 60 mètres de long sur 10 mètres de large et 10 mètres de hauteur, vous imaginez ce que ça peut faire quand on a 3 écuries professionnelles, plus une 60 ou 70 amateurs qui ont chacun 100 mètres carrés. Et ça, c'est que la partie assistance, parc d'assistance. Donc en Principauté de Monaco, les espaces libres, on les connaît, ils sont essentiellement autour du port Hercule. Et je suis certain qu'on aura la disponibilité, mais je ne suis pas certain que l'on puisse faire aussi bien le parc fermé que le stockage des camions, etc., etc. Donc on attend d'avoir la certitude de la disponibilité de tous les espaces avant de confirmer un retour en Principauté de Monaco avec un départ et un retour journalier des concurrents. À situation exceptionnelle, rallye exceptionnel, quels enseignements tirerez-vous de cette édition hors norme ? Le constat, c'est qu'il faut tenter les choses, il faut oser. Et je reconnais que sur une épreuve spéciale qui était dans le département des Alpes-Maritimes, que vous avez vu dimanche matin, on n'était pas certain de pouvoir la faire. On savait que c'était interdit à la circulation. On a insisté auprès des autorités locales et préfectorales pour pouvoir l'accomplir. Et c'est une épreuve que l'on avait dans les cartons depuis plus de 30 ans et qu'on n'avait jamais osé tenter. On l'a fait, ça a plu à tout le monde et je crois qu'on a même eu les remerciements des concurrents parce qu'ils nous ont dit qu'on savait toujours trouver ce qu'il fallait pour animer les épreuves et la manifestation en général. Je pense que pour l'année prochaine, on va se pencher encore un peu plus sur les cartes pour trouver d'autres épreuves spéciales qui soient aussi agréables à voir et à disputer par les concurrents. Alors je sais que vous avez souffert à l'ACM du chaud et du froid qui a soufflé tout autour de l'organisation de ce rallye. Certains disaient qu'il n'aurait pas lieu. Vous avez tenu bon. Vous avez dû la semaine dernière faire paraître un message sur les réseaux sociaux pour confirmer que les 3 grands prix du printemps auraient lieu eux aussi. Et oui, vous nous le confirmez, vous sortez d'une réunion de préparation des grands prix. C'est vrai. C'est vrai, c'était effectivement ce matin la première réunion avec les entreprises qui participent au montage du circuit en ville. Donc ils étaient tous présents, fidèles au poste et pressés de commencer à travailler pour accueillir et pour permettre le déroulement des 3 épreuves, donc le Grand Prix de Monaco historique, le e-prix le 8 mai et le Grand Prix de Monaco du 20 au 24 mai prochain. Donc on est prêt et je pense que tout va bien se dérouler. Une confirmation qui ravira le plus grand nombre. Merci beaucoup, Christian Tornator, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Patricia. Bonsoir. La Roca Team est actuellement en Espagne pour disputer un match important en Eurocup face à Badalone, l'un des favoris de la compétition. Frédéric Elion et Thomas Deus vont suivre la rencontre ce soir. Et vous vous trouvez, Frédéric, devant un lieu mythique. Et oui Patricia, c'est dans cette salle située derrière moi, le Palais des Sports de Badalone, que les États-Unis ont remporté la finale des Jeux Olympiques 1992 face à la Croatie, des JO que la Dream Team avait préparé, on s'en souvient, à Monaco avec un entraînement qui était entré dans la légende de par son intensité à la salle Gaston Médecin. Alors ce soir Patricia, pas de Michael Jordan, de Larry Bird ou de Magic Johnson, mais un duel au sommet en Eurocup entre Badalone et Monaco, les 2 leaders de la poule qui présentent le même bilan dans ce top 16, 2 victoires et 0 défaite. Juventud, second rating team in the Eurocup now, they have 10-2 and they're absolutely favorite tomorrow here. We try to give maximum, our effort and everything to make not easy, the game. But, this is a really, really good team with a really amazing size. This is different between we play Unicaja. They are really tall in all positions. They are really taller than we are. And if we can,
annulate all this situation with these tall guys and experienced guys like Tomic and young guy. Okay, they're a good team. We can talk a lot about the Juventud team. We maybe have some chance, but we need to make good, organized basketball. Pour cette rencontre en Espagne, le coach monténégrin a amené un groupe de 10 joueurs, 8 pros et 2 espoirs, et pourra compter sur un Rob Gray en mission puisque l'arrière américain a inscrit 19 points contre Nanterre et 24 contre Malaga. Il est le 3e meilleur scoreur de ce top 16. As always, we're going to have to play defense and rebound. They have size and they score a lot in the paint, so we're going to have to just, protect our goal and rebound and limit them to one shot. And try to be as efficient as possible offensively and get up out of here with our 3rd win in the group. You want to play your best in the Euro Cup and you want to get to top 8. So I joined the team and my job is to just do anything I can to help win and especially offensively and try to make some shots. So go out there tomorrow and try to make some shots and just help us win. Et le vainqueur de ce duel au sommet ce soir, Patricia, prendra une belle option pour la qualification en quart de finale. Verdict dans la soirée et compte-rendu complet dans le journal de 19 h mercredi. Du ballon de basket au ballon ovale, la transition est toute trouvée. L'AS Monaco Rugby a eu une jolie idée, Chrisinda. Oui, c'est une très bonne idée qu'a eue l'AS Monaco Rugby. Elle propose d'accueillir les enfants mineurs privés actuellement d'activités sportives pour leur permettre de bouger à nouveau en plein air et avec des éducateurs diplômés en prime. Le tout, bien sûr, en respectant les gestes barrières et le protocole sanitaire. Alors, 2 créneaux sont possibles pour effectuer ces activités, soit le mercredi après-midi, soit le samedi matin, avec au programme des activités ludiques, des jeux de cohésion et d'appartenance autour de valeurs comme le respect, l'écoute et l'entraide. La licence sport pour tous coûte 25 €, Patricia. Une idée de sortie pour le mois de février. Alors, si vous souhaitez faire rouler votre voiture radioguidée, eh bien, sachez que la patinoire vous attend les dimanches 7 et 21 février. Alors, en collaboration avec la société MC Click, la patinoire se transforme en circuit pour des voitures radioguidées entre 8 h et midi. L'accès est bien sûr libre et gratuit. Place à la programmation du cycle Tout l'art du cinéma que nous suivons régulièrement. La prochaine projection aura lieu samedi à 15 h. Il s'agira du film Pas sur la bouche d'Alain Resnais. Comme de coutume, Fabien Bonilla et Vincent Vatrican vont vous donner envie d'aller le voir. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. On va parler là d'un film dont le titre est vraiment parfaitement dans l'air du temps. Pas sur la bouche, pas sur la joue non plus en ce moment, mais Pas sur la bouche d'Alain Resnais. Oui, Pas sur la bouche, qui est une adaptation d'une opérette des années 20 de Maurice Yvain et André Bard, qui avait d'ailleurs été adaptée une première fois au cinéma et que Resnais porte à l'écran donc plusieurs décennies plus tard. Pas sur la bouche, oui, c'est tout l'enjeu du film. C'est un vaudeville sur des airs d'opérette. Aura-t-on un baiser sur la bouche? Oui, c'est un vaudeville et Resnais ne cherche pas à trahir les origines de son inspiration. On est pleinement dans le vaudeville et dans le théâtre puisque on change de décor, scène après scène, acte après acte, avec même des entrées et de sorties de chant très marquées. Voilà, il joue les astuces et l'artifice du théâtre. Il y a des apartés, des comédiens qui s'approchent de la caméra pour avoir un aparté en direct avec le public. Donc il joue de tout ça, ne s'en cache pas. Et c'est même ce qui fait, au bout d'un moment, la force du film. Alors un mot sur Alain Resnais, vous l'avez évoqué là, mais un mot sur Alain Resnais, parce qu'il y a tellement à dire en fait sur ce réalisateur. Il y a tellement à dire. C'est un cinéaste qui a, on pourrait dire, été toujours éternellement jeune, en tout cas dans sa tête. Cherchant toujours à innover.
Il a été nouveau roman quand la littérature était nouveau roman, porté au cinéma. Il a été d'avant-garde quand il fallait être d'avant-garde. Il s'intéressait à la science, c'était porté à l'écran. Il s'intéressait à la bande dessinée, c'était porté à l'écran. C'est un cinéaste à l'œuvre protéiforme. Rock'n'roll peut-être. Oui, on pourrait dire rock'n'roll en faisant des comédies musicales, puisque le film dont on parle a des morceaux chantés, mais il avait fait chanter des comédiens dans On connaît la chanson. Avec un playback, là il chante vraiment. Avec un playback, Ouais, et oui, vous faites bien d'insister là-dessus. C'est une des performances du film, et une des performances qui était demandée à ces acteurs, qu'il connaît bien, puisque c'est une troupe qu'il a déjà souvent utilisée. L'impératif, c'était que chacun chante sa partition. Et je crois que c'est pour ça d'ailleurs qu'André Dussolier n'est pas dans le film, parce que je crois que ça ne le fait pas. Tout à fait, vous êtes bien renseigné, Fabien. Mais ce qui est amusant, c'est que pour autant, on sent quand même que certains comédiens ne sont pas, hormis évidemment Lambert Wilson, puisqu'il est lui-même chanteur, mais ne sont pas forcément toujours très à l'aise, et ça donne quelques dissonances, mais qui, et c'est là que René est fort, participe aussi à l'ambiance complète de ce théâtre filmé et pris sur le vif. C'est vraiment... ça fait son charme, le non-professionnalisme du chanteur fait son charme. Donc le film est... Dans ce film, il y a Sabine Azema, Pierre Arditi, Lambert Wilson, mais aussi Darry Cole, en femme, et ça lui a réussi d'ailleurs. Oui, il joue dans le dernier acte du film, dans le dernier décor du film. Il y est absolument étonnant. Avec un accent, je ne sais pas d'où il le sort. Tout à fait, pour autant qu'on ne le considérait pas comme un acteur de valeur, ce qui n'est pas tout à fait le cas, puisqu'il lui est arrivé de jouer, notamment dans les derniers films de Sacha Guitry, et oui, absolument remarquable. Et il a un César pour le meilleur second rôle. Préciser, oui, puisque le film a 3 Césars, son costume et meilleur second rôle pour Darry Cole. Je lui aurais donné le César du meilleur cinéaste, mais... il en a eu. Il a eu des récompenses. Donc, allez voir Un pas sur la bouche d'Alain Resnais au Théâtre des Variétés. Merci Vincent Atricant. Merci Fabien. On doit rester silencieux. L'amour se lit au fond des yeux. Ah, c'est déjà mieux. Pas sur la bouche. Cette édition ne serait pas complète sans les prévisions météo pour la journée de mercredi. Mercredi, une journée qui se partagera entre le gris et le bleu. À noter quelques passages nuageux, mais l'après-midi sera en grande partie ensoleillé. Une journée lumineuse, mais qui sera cependant fraîche. Du côté des thermomètres, 3 degrés pour les minimales et seulement 9 pour les maximales. Le soleil se lèvera à 7h50 et se couchera à 17h35. Mercredi 27 janvier, nous fêterons les dévotes, Patricia. D'agréables conditions météo pour une journée qui est fériée à Monaco. Nous nous quittons sur cette invitation au voyage et à la préservation de notre environnement avec l'exposition du photographe Jean-Charles Vinage consacrée à la biodiversité monégasque sous l'égide de la Direction de l'environnement. Nous y reviendrons demain plus largement dans le journal de 19h. Je vous souhaite à tous une très belle et douce soirée.